Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve pour une nouvelle réaction à chaud du chapitre 1129 de One Piece. Waouh, quel chapitre intense on a là. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de mes futures réactions. Allez, plongeons dans ce nouveau chapitre qui promet d'être épique. Oh là là, vous n'allez pas en croire vos yeux. La couverture du chapitre nous offre une rencontre inattendue entre Yamato, Otama et Shinobu dans le village d'Amigasa à Kuri. Ça me rappelle tellement l'arc de Wano. Vous vous souvenez quand on a découvert Yamato pour la première fois, cette fille qui voulait être Oden, et maintenant la voilà qui rencontre la petite Otama. C'est comme si le passé et le futur se rencontraient. Ah, Otama, cette petite fille courageuse qui a tant aidé pendant la bataille d'Onigashima. Et Shinobu, avec ses pouvoirs de maturation, quelle combinaison intéressante. J'ai hâte de voir ce que Oda nous réserve avec cette rencontre. Ça me fait penser, vous vous rappelez quand Shinobu a fait vieillir Momonosuke? Quel moment ça a été! Mais attendez, ce n'est que le début. On passe directement à l'action avec l'équipage du chapeau de paille qui se fait piéger par le dieu soleil dans un filet de fer. Waouh, ça me rappelle tellement les pièges qu'ils ont dû affronter à Thriller Bark ou même à Whole Cake Island. Mais bien sûr, nos héros ne se laissent n'aller pas faire. Zoro et Sanji, nos deux monstres, brisent le filet avec des attaques puissantes. Franchement, ces deux-là ne cessent jamais de m'impressionner. Vous vous souvenez de leur travail d'équipe contre les pacifistas à Sabaody? Ou même récemment contre King et Queen? Ils sont juste incroyables. Ensuite, on a Nami qui utilise une carte pour décrire l'apparence du royaume de Lego. Ah, Nami et ses cartes, une histoire d'amour qui dure depuis le début de la série. Ça me rappelle quand elle dessinait la carte d'Arlong Park ou même quand elle a cartographié Zoo. Son rêve de dessiner une carte du monde entier se rapproche de plus en plus. Mais attendez, on a un flashback super important. On apprend que le dieu soleil est en réalité Rhodes, un membre de l'équipage pirate des géants dirigé par Hajruddin. Ça, c'est une révélation. Vous vous souvenez de Hajruddin à Dressrosa? Qui aurait cru qu'on le reverrait de cette façon? Ce qui est intéressant, c'est que Rhodes n'est pas d'accord avec la décision de Hajruddin de rejoindre la grande flotte du chapeau de paille. Ça me rappelle les tensions qu'il y a eu dans l'équipage de Barbe Blanche ou même les désaccords entre les membres de la famille Charlotte. Oda sait vraiment comment créer des conflits internes fascinants. On apprend aussi que le Thousand Sunny a navigué à travers une zone de brume endormie. Ça explique pourquoi l'équipage était inconscient. Cette zone me fait penser aux dangers de grands lines, comme le Calm Belt ou même la mer bouillonnante. One Piece ne cesse jamais de nous surprendre avec de nouveaux phénomènes maritimes. Et puis, il y a Mugen, le corbeau, qui a capturé le navire. Ça, c'est inquiétant. Ça me rappelle quand le Sunny a été capturé par Big Mom. J'espère que notre navire bien-aimé s'en sortira cette fois aussi. Et pour finir en beauté, on a une scène d'action épique. Nami et Zeus frappent Rhodes avec un énorme éclair. Ça me rappelle tellement leur combo contre Big Mom. Et Luffy qui détruit un mur en utilisant le Gear 4, c'est juste... Waouh! Ça me fait penser à son combat contre Katakuri, vous vous souvenez? Ce chapitre est vraiment riche en rebondissements et en références au passé. Oda continue de tisser une toile complexe et fascinante. Vous savez, plus j'y pense, plus je trouve que ce chapitre est rempli de détails fascinants. Prenons un moment pour parler de la signification potentielle du nom Rhodes. Ça ne peut pas être une coïncidence, n'est-ce pas? On sait tous l'importance des Rhodes Poneglyphs dans l'histoire. Est-ce que ce personnage pourrait avoir un lien avec eux ou peut-être avec le fameux One Piece lui-même? Et cette zone de brume endormie, ça me fait vraiment réfléchir. On a déjà vu des phénomènes étranges dans le Nouveau Monde, mais celui-ci semble particulièrement dangereux. Imaginez si d'autres pirates tombaient dans ce piège. Ça pourrait expliquer pourquoi certains équipages disparaissent mystérieusement. J'aimerais aussi revenir sur la dynamique entre Zoro et Sanji. Leur rivalité amicale est toujours un régal à voir, mais dans ce chapitre, on voit vraiment à quel point ils sont complémentaires. Ça me rappelle leur travail d'équipe à Enies Lobby. Vous vous souvenez quand ils ont combiné leurs attaques pour vaincre le pacifista à Sabaody? C'était épique. Et parlons un peu de Nami.
Son évolution depuis le début de la série est juste incroyable. De simple navigatrice, elle est devenue une combattante redoutable avec Zeus à ses côtés. Ça me fait penser à son combat contre Miss Doublefinger à Alabasta. Qui aurait cru qu'elle deviendrait si puissante? Oh, et n'oublions pas Luffy. Son utilisation du Gear 4 montre à quel point il a progressé depuis Dressrosa. Je me demande s'il va nous montrer de nouvelles techniques dans les prochains chapitres. Après tout, il est maintenant considéré comme un empereur. Il doit constamment se surpasser. Vous savez, chaque fois que je lis un nouveau chapitre de One Piece, je suis émerveillé par la capacité d'Oda à entremêler des éléments du passé avec de nouvelles intrigues. C'est comme si chaque détail, chaque personnage secondaire pouvait soudainement devenir crucial pour l'histoire. Je me demande aussi ce que cette rencontre entre Yamato, Otama et Shinobu pourrait signifier pour l'avenir de Wano. Maintenant que Kaido a été vaincu, comment le pays va-t-il évoluer? Et quel rôle Yamato va-t-elle jouer? Ah, et n'oublions pas Mugen, le corbeau. Les animaux dans One Piece ont souvent des rôles plus importants qu'on ne le pense au premier abord. Rappelez-vous de Karoo à Alabasta, ou même de Surume, le kraken. Je suis sûr que ce corbeau a plus d'un tour dans son sac. Vous savez, c'est ce genre de chapitre qui me rappelle pourquoi j'aime tant One Piece. Ce n'est pas seulement une histoire de pirates en quête de trésors, c'est une saga épique sur l'amitié, la liberté et la poursuite de ses rêves. Chaque personnage, chaque île, chaque combat nous en apprend un peu plus sur ce monde incroyable qu'Oda a créé. Je suis vraiment curieux de voir comment tout cela va se développer. Est-ce que Road va devenir un nouvel allié ou sera-t-il un obstacle sur le chemin de Luffy vers le One Piece? Et que dire de la réaction des autres membres de la Grande Flotte quand ils apprendront ce qui s'est passé? En parlant de la Grande Flotte, ça fait un moment qu'on ne les a pas vus. Je me demande ce que deviennent Bartolomeo, Cavendish et les autres. J'espère qu'on aura bientôt de leurs nouvelles. Enfin, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que tout cela signifie pour l'histoire globale. On se rapproche de plus en plus de la fin de One Piece. Chaque nouveau chapitre nous rapproche un peu plus du grand final. C'est à la fois excitant et un peu triste, non? Mais ne soyons pas mélancoliques. Il nous reste encore tellement d'aventures à vivre avec Luffy et son équipage. Et avec des chapitres comme celui-ci, je sais que le meilleur est encore à venir. Par ailleurs, il y a certains points que j'ai moins bien aimés dans ces spoilers. Ce chapitre semble un peu surchargé d'informations, ce qui peut nuire à la fluidité de la lecture. Oda essaie peut-être d'introduire trop d'éléments à la fois. La rencontre à Wano, le piège du dieu soleil, le flashback sur Road, la zone de brume endormie, c'est beaucoup à digérer en un seul chapitre. Le personnage de Road, bien qu'intrigant, semble un peu sorti de nulle part. Certes, Oda est connu pour sa capacité à réintroduire des personnages mineurs de manière significative, mais ici ça pourrait être perçu comme un peu forcé. On aurait peut-être apprécié quelques indices sur son existence auparavant. La facilité avec laquelle l'équipage du chapeau de paille tombe dans le piège peut aussi être discutable. Après tout ce qu'ils ont traversé et leur récente victoire contre des empereurs, on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient plus vigilants. Cela pourrait être interprété comme une régression de leurs capacités, ce qui est un peu décevant. Le concept de zone de brume endormie est intéressant, mais il aurait peut-être mérité plus de développement. Tel qu'il est présenté, ça ressemble un peu à un Deus Ex Machina pour justifier la capture de l'équipage. La scène d'action finale, bien que spectaculaire, pourrait sembler un peu précipitée. On a l'impression qu'Oda veut rapidement montrer que l'équipage n'est pas complètement impuissant, mais cela se fait au détriment d'une tension narrative qui aurait pu être mieux exploitée. On est à un tournant, mes Nakama. Chaque décision, chaque combat compte plus que jamais. Oda tisse une toile complexe et chaque fil pourrait être crucial pour la suite. Alors, qu'en pensez-vous? Quelles sont vos théories sur ces révélations? Partagez vos idées dans les commentaires. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures discussions en profondeur. On se retrouve bientôt pour décortiquer le chapitre complet. D'ici là, gardez l'œil ouvert. Dans le nouveau monde, le danger peut surgir de n'importe où. À la prochaine.